bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. Hubert Lagrenaudy, donc IMIA Channel Manager que vous connaissez pour la plupart, et Delphine Coal, qui est donc évangéliste et Community Manager chez Bonitasoft. Nous sommes tous les deux ravis de vous accueillir sur ces webinaires dédiés à nos partenaires. Webinaire en français. Sachez simplement que nous avons déjà fait 2 webinaires en anglais et 1 en espagnol. Donc, si vous avez des collègues non francophones intéressés, n'hésitez pas à leur passer l'information. On leur transmettra les enregistrements. Nous sommes ensemble pour 1h30. Sachez que les focus sera fait évidemment sur les nouveautés de Bonita 7.9, notre dernière version Enterprise et communautaire d'ailleurs, ainsi que sur les add-ons BCD et BC associés, et également une première overview sur Bonita Cloud, la nouveauté de ce deuxième semestre. Quelques chapitres, donc. Les questions, nous vous proposons de les poser à la fin de chaque paragraphe, à la fin de chaque chapitre, soit par écrit, soit en levant la main, nous la posons oralement, de manière anonyme ou non, à votre convenance. Et bien entendu, on espère que cette session vous conviendra. Je vais peut-être laisser maintenant la main à Delphine qui va œuvrer sur la partie Bonita 7.9. Merci Hubert. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Je suis donc ravie de vous présenter les nouveautés Bonita 7.9 et Bonita Cloud. Comme l'a fait Hubert rapidement, je vais me présenter. Donc moi, je suis chez Bonita depuis 6 ans. Avant d'être évangéliste et community manager, j'étais responsable du département Customer Success. Du coup, j'ai eu l'occasion déjà de interagir avec certains d'entre vous et c'est un plaisir de vous retrouver pour parler du produit avec un rôle différent. Aujourd'hui, je vais vous présenter toutes les nouveautés. Comme le disait Hubert, le but c'est d'avoir le plus d'interactivité possible. Donc ne soyez pas timide, n'hésitez pas à poser vos questions, soit dans le cadre, dans l'interface questions de GoToWebinar, soit en levant la main, comme vous l'a expliqué, il y a un petit bouton et on vous ouvrira le micro le cas échéant. Voilà. Alors, avant de démarrer, je voudrais revenir sur... Alors, attendez, hop, que j'arrive à passer. Voilà. Je voudrais revenir d'abord, avant qu'on parle de Bonita 7.9, sur les thèmes clés qu'on a intégrés dans la roadmap pour 2019 et 2020. Vraiment, notre objectif aujourd'hui et pour les années à venir, notre feuille de route, c'est articuler Bonita et ses modules sur la possibilité de proposer une plateforme qui est agile, flexible et qui offre le maximum d'automatisation et d'utilisation par une grande étendue de développeurs de profils différents. C'est pour ça qu'on a travaillé sur les sujets suivants. D'une part, tout ce qui est séparation des composants et des outils pour le développement, en faisant des modifications dans le moteur et sur le studio. Travaille vraiment sur la livraison continue des projets avec BCD, Bonita Continuous Delivery, et le studio. Le développement d'applications low-code pour pouvoir intégrer des profils de développeurs moins techniques, des personnes n'étant pas développeurs Java ou même des développeurs web, en modifiant l'UI designer et le studio et en facilitant les développements. Bien entendu, une offre cloud, puisque c'est un besoin qu'ont beaucoup de vos clients et qui peut être aussi intéressant pour vous. Et enfin, un travail sur tout ce qui est intelligence artificielle et analyse de données. Pourquoi? Parce que les processus sont dans une démarche d'amélioration continue et on est convaincu que travailler sur ce type de sujet apporte une valeur supplémentaire à l'offre d'une plateforme d'automatisation de process. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Bonita 7.9, Bonita Continuous Delivery 3.1 et Bonita Intelligent Continuous Improvement 1.2. Aujourd'hui, je vais vous présenter notamment la création de formulaires qui est beaucoup plus simple qu'avant à partir des données métiers, les nouveautés concernant l'interface utilisateur, les changements dans le portail et dans le studio, mais aussi des améliorations
des performances du moteur Bonita. Bien entendu, et ça c'est indispensable pour vous, une mise à jour sur les environnements supportés et les changements techniques, et notamment ce qui est déprécié dans la version 7.9. Enfin, on fera un point et je vous ferai une petite démo sur Bonita Intelligent Continuous Improvement avec les nouveautés et on parlera de Bonita Continuous Delivery. C'est Hubert qui vous fera un point sur le cloud. Comme c'est une nouvelle offre, c'est important que vous puissiez avoir un point complet de sa part. Alors, par quoi on va commencer? Eh bien, je vais commencer par le studio, puisque souvent on démarre dans le studio. Alors, l'exemple sur lequel je vais m'appuyer aujourd'hui, c'est un exemple commun, à la fois dans le monde de l'entreprise et dans le monde personnel, puisque j'ai choisi de développer un processus sur une demande de crédit. Il est assez simple, ce qui permet du coup de vous montrer les nouvelles fonctionnalités avec quelque chose qui est fonctionnellement simple à comprendre. Alors, comme je voudrais vraiment que ce soit interactif et concret pour vous, j'ai décidé de passer directement à la démonstration et à la fin seulement de vous faire une petite synthèse par des slides plutôt que de commencer par la théorie et de faire la démo ensuite. J'espère que ça conviendra à tout le monde. N'hésitez pas, comme je le disais, posez vos questions. Alors du coup, je vais partir dans Bonita. Donc, pour vous expliquer rapidement ce que j'ai fait, j'ai créé un processus qui contient 3 étapes. Donc, là, c'est l'instanciation du processus. Une première étape humaine faite par le conseiller qui est de la revue et l'édition de la demande de crédit qui va permettre la création de l'offre de prêt. Une deuxième étape humaine qui est la validation de l'offre. Et enfin, une étape automatique de mise à disposition de l'offre qui envoie un message automatiquement. Alors, en amont de la démonstration, ce que j'ai fait également, pour que ce soit clair pour tout le monde, j'ai créé 2 objets dans le BDM. Le premier objet, c'est la demande de prêt qui contient 2 attributs, le prix de type double qui est obligatoire et une description en texte qui est, elle, optionnelle. De la même manière, j'ai créé un deuxième objet puisque suite à la demande de prêt, on va créer une offre de prêt. Cet objet va avoir comme attribut le prix qui est obligatoire et la durée qui est obligatoire également. Cela va nous permettre de vous créer nos différentes pages, nos différents formulaires à partir des données métiers. Voilà, donc ça c'est pour vous expliquer un petit peu le processus. En termes d'acteurs, on reste sur des acteurs basiques puisque ce n'est pas l'objet de la démonstration aujourd'hui. Alors, je vais commencer dans le studio et la première évolution que je vais vous présenter, c'est le fait de pouvoir gérer les thèmes directement depuis le studio. Donc, on fait du studio vraiment le centre et le cœur de la gestion et de la préparation de l'application. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir ici, vous avez l'onglet thème dans la partie projet. Ce que je vais faire, c'est dans la partie, par exemple, développement thème, je vais créer un nouveau thème. Comme vous pouvez le voir, donc du coup, mon thème, donc ça va être mon thème démo FR, ok. Je vais lui changer le nom du projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, le thème, tout comme par exemple les REST API extensions, dans cette fenêtre, vous pouvez voir qu'il est lié au projet Maven. C'est très pratique parce que du coup, vous pouvez créer tous les composants du projet Bonita et ensuite, ils vont être inclus dans le projet Maven pour pouvoir réaliser ensuite le déploiement et tout ce qui est automatisation, de l'intégration et du déploiement. Donc du coup, j'ai mon thème, je le crée. Vous pouvez le voir apparaître ici, mon thème, My Custom Theme DOFR. Et en fait, ce qui va vraiment permettre de personnaliser, c'est ce fichier source. Dans ce dossier SCSS, on a Bonita variable. C'est ce fichier qui est vraiment la source et qui permet de modifier le thème.
Il faut savoir que c'est basé sur SAS et la syntaxe SCSS, donc c'est simple. Si vous avez besoin de vous baser sur le thème par défaut, vous pouvez aller voir ce chemin et cela vous donnera tout, en fait, le thème par défaut et toutes les variables par défaut. Donc là, ce que je veux faire, c'est que je veux ajouter, je veux changer ma couleur de fond, qui pour le moment est blanche, et je veux la mettre vert, jaune, par exemple. Allez. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais ajouter ici body background yellow. Pardon. Voilà. Donc du coup, j'ajoute une couleur dans mon fichier bonita variable. Donc je l'ai modifié. Donc j'ai personnalisé mon thème et ensuite, du coup, je vais construire mon thème. Donc du coup, pour faire ça, je vais aller sur mon thème et je vais faire construire. Donc la première fois, ça prend un petit peu de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va récupérer toutes les dépendances pour pouvoir tout construire. Ensuite, aux prochaines compilations, ce sera beaucoup moins long. Donc je le laisse faire, j'attends. Hein. Il est en train de compiler. Et ensuite, on va aller voir dans l'application pour pouvoir l'intégrer. Voilà, on voit qu'il continue à travailler. Ça prend un peu de temps. Voilà, c'est fait. Donc du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter mon thème par défaut dans mon descripteur d'application. Hop, du coup, alors j'ai oublié de le modifier. Ou effet démo. Hop, je vais en créer un autre. Je vais le renommer. Donc je vais l'appeler demande crédit. Ok. Voilà. Je vais changer le nom. Vous m'excuserez, je l'avais fait en espagnol l'autre jour, donc application de demande de crédit. Voilà. Et donc on voit ici qu'au niveau de mes thèmes, là j'ai le thème basique de Bonita. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer de thème, je vais utiliser le thème démo FR. Hop, je vérifie que j'ai bien tout. J'enlève là. Ça, j'ai bien l'index, elle est bonne. Hop, je vais l'enregistrer. Et si je vais voir, on voit que on a remplacé le thème, on voit qu'on a remplacé tout et que c'est déployé. Je l'ouvre dans mon navigateur. Hop. Et vous voyez ici qu'on a l'application de demande de crédit et que ma couleur par défaut est jaune. Je retourne dans mon studio. Pour vous présenter la suite. Donc du coup, j'espère que pour vous, pour le moment, c'est clair. Donc vous voyez que c'est assez simple de changer le thème directement depuis le studio en se basant sur le thème par défaut. Alors, pour ceux qui utilisent aussi la communauté, je sais que certains partenaires travaillent sur les deux éditions, même si ça, donc la gestion des thèmes, fait partie des fonctionnalités Enterprise, on a la possibilité en 7.9 Community maintenant de personnaliser le thème du layout de l'application dans le fichier descripteur de l'application en éditant le fichier XML. Donc on apporte aussi plus de flexibilité côté communauté. Alors voilà, j'ai fini pour la partie studio, donc c'était rapide. Donc ce que je vous propose, c'est de passer directement sur la partie portail. Mais avant ça,
hop, juste vous rappeler. Donc, dans la définition de thème, on peut créer, modifier, supprimer et déployer les thèmes dans le studio directement, dans la partie thème, comme je vous ai montré. Créer sur la base du thème un nouveau thème complètement personnalisé en éditant les variables SAS. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. On va maintenant parler du portail. Alors, quand je vous dis le portail devient une living app, tout le monde connaît le portail et je pense que la plupart d'entre vous connaissent bien le portail natif. Je pense même que certains ont déjà travaillé avec la 6. Donc, voilà, vous savez qu'il est basé sur GWT, que en termes de souplesse, ça n'a pas toujours été voilà, le meilleur compromis, on va dire. Donc aujourd'hui, on a commencé un gros projet pour actualiser toutes les pages du portail, à la fois d'administration et d'utilisation. Vous avez vu que, par exemple, la liste des tâches utilisateurs a déjà évolué. Notre concept, c'est de se dire, on se base sur le UI Designer uniquement pour créer chaque page. Alors ça, c'est un double intérêt. Notamment, le portail va devenir totalement responsive, du coup, et il permet de faire une personnalisation totale des interfaces. Donc on y va progressivement, page par page, et dans cette édition, il y a notamment la personnalisation de l'organisation et la personnalisation du layout qui sont possibles. Alors je vais vous présenter ça tout de suite. On retourne ici, et ce qu'on va faire, c'est que je vais aller prendre ma page. Alors où est-elle? Elle est là. Je vais aller dans le portail. Oups, pardon. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, c'est Bonita. Je voulais sortir des apps. Voilà. Donc là, je suis dans mon portail. Je vais aller dans la partie administrateur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir personnaliser mon organisation, la page de mon organisation. Je veux qu'elle change. Pour le moment, la page d'organisation, si je vais voir par exemple les utilisateurs et les groupes, on a les rôles, je veux la modifier, on a mise à jour des groupes, voilà, on est tout, on a le portail quoi. Donc du coup, ce que je veux faire, c'est que je veux changer ma page. Donc je vais aller dans les ressources, je vais aller dans la partie page, je cherche la page d'organisation, c'est celle-ci, ça c'est celle de base, vous voyez que j'en avais fait d'autres, et je vais l'exporter. Donc j'ai exporté ma page, je vais retourner dans l'UI Designer, donc je me connecte à partir de Studio. Voilà, je vais dans mon UI Designer, je fais importer. Je vais importer ma page d'installation. Voilà. Alors, vous voyez qu'elle est importée ici. Donc, du coup, je l'ouvre. Il me prévient qu'elle est bien importée. Hop, voilà. Ah, là, il y a eu des erreurs au moment de l'export. Alors, ce que je veux faire, c'est que je veux, par exemple, changer la couleur de ce bouton ici. Du coup, je vais changer, je vais mettre Success. Du coup, il va passer vert. Et par exemple, l'export, ce que je veux faire, c'est que je veux l'aligner au centre. Allez, hop. Non, je peux pas. À gauche. Bah non, je peux pas, je suis bête. À droite. Donc du coup, je vais mettre info. Ça change la couleur. Donc voilà, j'ai changé un peu mes deux couleurs. Donc du coup, je vais sauver, mais je vais sauver en changeant le nom. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas modifier la page d'origine pour la réimporter. Cette page, elle doit rester la page d'origine Bonita par défaut pour pouvoir être réutilisée et personnalisée. On ne peut pas la modifier. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire export organisation démo FR et on va l'enregistrer. Voilà. Donc cette page d'install et export, elle est maintenant enregistrée.
Du coup, ce que je peux faire, c'est retourner dans mon portail, pardon, j'allais aller dans le studio. Je retourne dans mon portail. Ce que je vais faire, je vais aller dans mon application, application de demande de crédit, et je vais ajouter ma page. Elle est où? Oh, pardon, je ne l'ai pas importé. Excusez-moi, décidément ce matin. Les ressources, la page, je l'ajoute. Il me faudrait un café. Où est-ce qu'elle est? Ah oui, il faut que je l'exporte d'abord. Donc je l'exporte, pardon, hein. Excusez-moi, je mélange. Hop, je la récupère, démo.fr. Voilà, je confirme, je l'ai. Cette fois, c'est bon, elle est venue. Et du coup, je vais l'ajouter à mon application. Hop. Là, cette fois, elle y est. Et donc, l'URL, on va dire organidemo.fr. Voilà. Donc, du coup, j'ai ajouté ma page à mon application. Donc, si je vais sur mon application, du coup, de demande de crédit, j'aurai une page pour l'organisation qui sera modifiée. Et si, par exemple, je retourne dans mon portail, je veux voir ma page, du coup, je peux la voir dans le portail directement. Donc, du coup, par exemple, je vais vous montrer. Hop, je vais prendre l'URL. Du coup, voilà, donc j'ai ajouté la page. Alors, on peut personnaliser aussi le layout. Du coup, je vais retourner au portail d'administration. Donc, je suis toujours avec mon rôle d'administrateur. Et ce que je veux faire, c'est changer le layout de Bonita. Vous voulez le personnaliser, vous voulez changer ce qu'il y a par défaut. Donc déjà, pour rappel, le layout Bonita par défaut, il a évolué. Il présente désormais une liste d'applications. Donc vous pouvez, selon votre profil, naviguer entre différentes applications. Donc là, j'en ai deux, hein, une pour la démo d'aujourd'hui et une pour la démo que j'avais fait en espagnol. Et on a aussi des informations supplémentaires sur l'utilisateur qu'on peut personnaliser. Pour ceux qui connaissent et qui ont déjà utilisé la V5, du coup, on revient sur des possibilités que donnait la V5 avec la personnalisation notamment des détails de l'utilisateur. Et ça, on va le voir maintenant avec les changements avec l'UI Designer. On peut aussi modifier la langue. Voilà, donc ça, ce sont des changements qu'on a dans le portail. Mais en plus, on peut vraiment modifier le layout complètement. Donc du coup, je vais retourner au portail d'admin. Je vais l'exporter. Donc je vais prendre le Bonita layout par défaut. Donc vous voyez, vous avez le layout, c'est celui-ci. D'accord? Parce qu'en fait, on avait un autre layout avant, Bonita thème, et on a plein de thèmes ici. Hop. Mais maintenant, on utilise le dernier layout, celui V3. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a été modifié pour pouvoir être exporté et changer dans l'UI Designer. Donc là, je l'exporte. Hop, voilà, donc il est exporté et je vais aller l'importer dans l'UI Designer. Voilà, alors comme vous pouvez le voir ici, quand on importe le layout, on voit qu'avec lui sont
intégrer et importer 2 nouveaux widgets. Donc ça, ce sont 2 widgets custom que vous pouvez modifier et réutiliser. Hop, je vous les montre. On a un menu, donc vous voyez, qui se base sur Bootstrap, etc., que vous pouvez complètement modifier. Donc pour les modifier, en fait, il vous suffit de dupliquer le widget de base et de vous en faire un modèle pour pouvoir le réutiliser. D'ailleurs, dans Bonita 7.9, maintenant, vous pouvez utiliser les widgets natifs comme template, comme modèle, pour pouvoir en faire des widgets personnalisés. On vous donne cette possibilité pour le faire. Je vais vous montrer comment tout de suite. Donc du coup, là je vais dans mon layout qui apparaît ici, dans le UI Designer. Donc par exemple, si je veux utiliser un widget et le modifier, je vais aller ici. Vous voyez qu'on a un bouton avec 3 petits points maintenant, qui est nouveau, puisque c'est à partir de la 7.9, qui permet de faire des actions. On va avoir différents types d'actions. Par exemple, sur des containers, comme celui-ci, vous allez voir qu'on peut enregistrer le container comme fragment, donc tout de suite, pour pouvoir le réutiliser. Si je me mets sur un widget, donc ici par exemple un widget de titre, je peux faire 2 choses. Donc d'une part, voir le code, et là c'est ce que je vous disais, vous allez pouvoir voir le code, donc ça c'est le code de base d'un widget de titre, l'enregistre sous titre custom, type custom, et vous allez voir que du coup, si vous allez sur vos widgets personnalisés, vous avez titre custom qui est là, et vous pourrez le modifier. Donc en revenant dans la page d'accueil, on a un 3e widget personnalisé qu'on va pouvoir modifier ici. Donc je reviens dans le UI Designer, je ne veux pas vous perdre. Je reviens sur mon layout. La 2e action qu'on peut faire sur des widgets, comme vous pouvez le voir ici, c'est remplacer. Alors, qu'est-ce que remplacer? Eh bien, en fait, remplacer, ça va vous permettre de remplacer directement un widget d'un certain type par un widget d'un autre, en automatisant le mapping des propriétés qui peuvent l'être. Donc, par exemple, je veux changer mon widget de titre par un widget input. Je vais afficher les propriétés du widget input. Je vais voir qu'ici, mon widget propriété titre, il a les classes CSS comme input, qui peut être caché comme input, que par contre, il lui manque pas mal de propriétés pour pouvoir être échangé. Donc, je vais essayer de mettre, de mettre à la main certaines valeurs de propriétés pour pouvoir les mapper si elles doivent correspondre. Et sinon, je laisse comme ça et je fais remplacer. Et hop, vous voyez que mon widget input a été remplacé. Mon widget type, pardon, a été remplacé par un widget input. On peut le faire aussi directement depuis le widget. Je remplace par mon widget titre, je reviens en arrière, hop, titre, et on peut même le remplacer par un widget custom. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour vous montrer ce qu'on peut faire au niveau du UI Designer en termes d'actions, de tâches qui sont plus faciles, qui permettent de vraiment aller plus vite dans le développement. Donc du coup, une fois que j'ai personnalisé, je vais changer, j'applique. Donc apply, je fais pareil, hein, vous m'excuserez, mais je trouve ça facile. Donc du coup, je le fais rapidement. Hop, le layout, je le change aussi. Et je vais changer Select Language, je vais mettre Language. Hop, voilà. Du coup, celui-là, je vais mettre Bonita Layout Demo FR, je le sauvegarde. Et je l'exporte, cette fois je ne vais pas oublier.
je retourne dans mon portail. Je récupère mon layout ici et je l'importe. OK. Je vérifie dans mon application. J'ai bien mon layout, donc je vérifie et je peux le modifier ici, du coup. Mais je peux aussi le faire différemment. Je peux aller dans mon descripteur et faire la même chose que tout à l'heure avec mon thème et du coup avoir mon layout personnalisé. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai Bonita Layout V3, Custom Page Bonita Layout Demo.fr. C'est celui qu'on vient de créer dans le UI Designer. Je vais donc l'ajouter dans mon descripteur et je vais redéployer. Je déploie donc mon application avec mon nouveau thème, ma custom page. Et je pourrais tout à fait avoir ajouté aussi ici mes pages, mes différentes pages et notamment ma page d'organisation. Du coup, si je vais voir ici, j'ouvre ma page. Hop, ouvrir. Ouh, c'est magnifique ce jaune. Et du coup, ici, on a les infos. On voit que j'ai changé l'intitulé, la couleur et que j'ai juste mis un lien URL pour ça. On voit aussi qu'on a toujours nos applications selon les profils. Voilà. Donc ça, c'est pour le layout notamment et pour le portail. Donc, comme je vous disais, on crée les nouvelles pages, donc déploiement de l'export, export, organisation avec le iDesigner. On a une gestion des erreurs qui est améliorée, vous l'aviez vu, hein. Je vous avais montré qu'il y avait des erreurs déjà dans le iDesigner. Ben, normalement, ces erreurs, si j'avais pu vous montrer dans le portail, elles apparaissent et elles donnent plus de détails. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a un problème, on voit mieux, c'est plus clair le type d'erreurs qui apparaissent. C'est en langage plus précis. De la même manière, avec le nouveau layout, on crée aussi avec le iDesigner. On peut afficher des informations personnalisées. Il inclut des widgets personnalisés qu'on peut récupérer depuis les modèles de widgets que je vous ai montrés. Il est responsive. Ah, je ne vous ai pas montré ça. Et il offre une liste d'applications qui permet du coup de naviguer plus facilement pour l'utilisateur ou l'administrateur ou les autres profils entre les différentes applications. Delphine, Alors avant qu'on passe au... Oui, Delphine, je t'interromps. J'ai une question un petit peu en décalé par rapport aux premières thématiques que tu as abordées sur la partie studio d'un de nos partenaires. La question est la suivante. Pourquoi on ne peut modifier et ajouter des données dans le BDM qu'à travers un processus? Et une question ou une remarque qui était les API fournis nous permettent que de faire l'action GET. Est-ce que ça te parle? Et c'était donc dans le cadre de la première thématique sur ce que tu as montré sur la partie studio. alors je ne suis pas sûre de bien comprendre l'aspect GET parce que logiquement, selon les API, et notamment les REST API, selon la méthode, on peut faire du POST aussi, par exemple. Donc du coup, j'aimerais bien comprendre un peu mieux de quoi on parle exactement par rapport au BDM. En fait, le BDM, ça va permettre de vraiment définir le modèle des données métiers. Donc, on peut très bien le faire avant de créer le processus. C'est la démarche du projet, c'est-à-dire vous pouvez tout à fait définir votre
modèle métier avant, donc avec tous les objets dont vous allez avoir besoin au niveau du métier. Vous pouvez d'ailleurs le définir, et ça je pense que beaucoup d'entre vous le font avec les utilisateurs métiers, puisque c'est eux qui ont la connaissance de ce dont ils ont besoin. Et ça, en parallèle, ça va être déterminé avec le processus. Alors, ce que je n'ai pas montré tout à l'heure, parce que ce n'était pas l'objet de la démonstration, mais voilà, je vous montre. J'ai créé mes objets métiers. On va dire, par exemple, je fais ça en premier. Je sais que j'ai besoin de récupérer des informations de prix, des informations de description, etc. Je mets tout dans mon modèle métier. Et ensuite, je vais commencer à dessiner mon processus. Je sais que ma première étape, c'est, voilà, j'ai reçu ma demande de crédit, j'ai besoin de la revoir. Mais pour ça, j'ai besoin de quelles données? Eh bien, je vais récupérer, et d'ailleurs, c'est très bien parce que ça me fait une jolie transition. Je vous remercie. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant avec la création des formulaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, voilà, j'ai plein de données aujourd'hui, mais ces données, il faut que je les structure et il faut que je puisse les récupérer tout au long de mon processus. Donc, on peut avoir des données qui, au final, seront dans le BDM et qu'à une certaine maturité du processus, ne seront pas utilisées par le processus. C'est tout à fait possible. Après, à vous de gérer la base, pour pas non plus qu'elle soit mal structurée au niveau des schémas, etc. Mais voilà. Donc, du coup, voilà, j'ai mon BDM, j'ai mes données, et je veux créer mon processus et surtout, je veux pouvoir utiliser ces données dans le cadre de mon processus. Donc, on voit que l'étape ici, c'est envoyer la demande de crédit et c'est ce qui va initialiser le processus. Donc, aujourd'hui, et c'est ce qui est marqué là, on vous propose de faire la création de formulaire directement depuis la récupération des données métiers grâce au contrat. Donc, du coup, ce qu'on va faire, Delphine, juste pour conclure, je te remercie de la réponse. Je laisserai notre partenaire revenir vers nous si jamais il veut des informations complémentaires. Mais je pense que tu as répondu effectivement une bonne partie de la question. Merci. en fait, je suis en train d'y répondre en même temps, du coup. D'accord, parfait. Voilà. Donc, du coup, je disais, oui, voilà, je veux récupérer mes données et je voudrais créer un formulaire. Ce que je vais faire, c'est, alors, je veux juste m'assurer, est-ce que tout le monde est bien, comment dire, familier du concept de contrat? Parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui va lier les données, le processus et ensuite l'interface utilisateur et les données qu'on va récupérer dans les formulaires. Le contrat, c'est une base et son nom l'indique bien. C'est lui qui va permettre de définir à partir des données métiers ce qu'on va récupérer pour pouvoir faire avancer le processus. Et c'est lui qui va aussi donner les contraintes, c'est-à-dire qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui fera qu'on n'avancera pas dans le processus si on n'a pas telle ou telle donnée. Donc du coup, ce que je veux faire, c'est que je veux faire mon contrat. Alors pour ça, je retourne dans mon BDM. Alors attendez, je retourne sur mon processus. Donc attendez, parce que du coup, je suis perdue. Donc je vais créer mes variables déjà. Voilà. Donc je crée mes variables. J'ajoute mes variables métiers. Donc ma première variable, ça va être du coup, le prix. Le prix demande. Voilà. Donc du coup, l'objet métier, on est d'accord, c'est la demande de prêt. OK. Je vais aller voir dans mes données. Je veux le prix. OK. Là, c'est bon. Je crée ma première variable métier. J'ajoute ma deuxième variable métier qui est la description de la demande, toujours dans l'objet demande de prêt, pour lier en fait mes données métiers avec mon processus. D'accord? Donc ces variables vont permettre de récupérer les données ensuite. Pour pouvoir exécuter mon processus, il faut que mon contrat récupère les variables à partir des données métiers et envoie les bons inputs dans la partie interface. Du coup, aujourd'hui, on a la possibilité, quand on fait ajouter à partir des données, comme vous pouvez le voir, d'instancier directement le processus à partir des variables métiers. Donc, du coup, je veux les deux.
mais je vais le faire l'un après l'autre. Donc suivant, prix de demande. Donc je veux mon prix, ma description. Je veux ici générer automatiquement le script d'initialisation. Donc si vous voulez, je peux vous montrer l'aperçu. Voilà. Ça va en fait générer le script automatiquement. Et surtout, ça va me permettre d'ajouter sur mon formulaire le prix de la demande. Je veux aussi sa description, d'accord? Suivant. Ah non, mais il m'a déjà mis les deux. Qu'est-ce que j'ai fait? Prix de mon input, pardon, annulé, je suis bête. Voilà, prix description, c'est bon. Donc le prix, la description. Je veux mettre une contrainte dessus. Vous voyez que là, j'ai une contrainte métier. Si le prix est nul, je vais avoir un message d'erreur. Le prix est nécessaire pour faire la demande de prêt. Donc une fois que j'ai mon contrat à partir de mes données, je vais générer mon formulaire directement. Donc vous pouvez voir que là, en fait, automatiquement, on a récupéré tous les inputs dont on avait besoin pour instancier le nouveau formulaire. On voit qu'on a le prix qui est bien du bon type au niveau input, de type nombre. On voit qu'il est bien obligatoire, qu'il n'est pas caché et qu'il n'est pas en lecture seule. Description, pareil, on a bien le bon nombre, on voit bien qu'on récupère la variable, que du coup, on a le bon statut et qu'il est optionnel. Donc ça, c'est mon premier formulaire d'instanciation que j'ai créé directement. Hop, ça c'est ma première page. Alors je vais vouloir voir l'aperçu. Donc vous allez voir que ici, quand je fais aperçu, j'ai l'aperçu habituel, mais on a ajouté plusieurs choses. D'une part, je peux voir mon aperçu directement dans mon application de demande de crédit. Et je peux aussi le localiser, ça, on l'avait déjà. Je peux changer la taille. Mais si je veux, je peux aussi avoir l'aperçu dans une fenêtre directement de votre navigateur pour pouvoir le voir en taille réelle, comme dans l'application. Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas avant la 7.9 et qui sont nouvelles. Voilà, je reviens à mon formulaire maintenant. Donc, du coup, on a initialisé nos données. Ce que je vais vouloir faire, je vais vouloir maintenant faire mon prochain formulaire. Du coup, je reviens dans mon processus, dans mon studio, et ce que je veux faire, c'est je veux éditer, mon offre, ma demande de crédit, et je veux créer une offre de crédit. Donc, comme vous voyez, ça y est en espagnol. Voilà. Donc, du coup, je vais faire la même chose. C'est-à-dire que je veux ajouter, à partir des données du BDM, les informations pour pouvoir créer mon formulaire et passer à l'étape suivante. Donc, je recommence. Et cette fois, je vais vouloir éditer des informations. Qu'est-ce que je veux éditer? Je veux éditer le prix de la demande. Par contre, la description de la demande, elle, je ne veux pas l'éditer. Du coup, je vais l'avoir en lecture seule. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, c'est qu'on va pouvoir éditer une partie et automatiquement avoir en lecture seule les autres attributs. Alors, petite information, pour le moment, on ne peut pas faire un formulaire avec uniquement de la lecture seule. Aujourd'hui, il faut avoir à la fois un mix entre des champs éditables et des champs en lecture seule. On travaille dessus pour permettre cette possibilité. Alors du coup, ma demande, je veux absolument qu'elle soit éditable. Donc du coup, j'ai mon prix, ma description, je veux pas, je la veux en lecture seule seulement. Terminer à ajouter. Voilà. OK. Et ce que je veux faire, c'est description de la demande. Non, ça c'est bon. Donc OK, je termine.
Donc, on voit que j'ai mon prix demande input avec mon prix uniquement. Et du coup, ce que je veux aussi, c'est ajouter ici là le prix de l'offre qui, lui, va être lié à l'objet métier offre de prêt. Et hop, offre de prêt et le montant. Non, qu'est-ce que je dis? Et la durée. Voilà. Donc, on a ajouté ici nos deux variables. Et dans l'exécution, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant récupérer aussi le prix de l'offre en mode édition et la durée en mode édition, puisque moi, j'ai besoin de pouvoir donner j'ai besoin de pouvoir donner l'information de ce que j'ai décidé de proposer en termes de prêt. Donc du coup, hop, je vais le générer à partir de là. Voilà. Tiens, pendant que ça se génère, j'ai une question. Si on est amené à modifier plusieurs fois une demande, y a-t-il moyen de copier un contrat d'une tâche ou d'une instantiation et de le copier au niveau d'une autre tâche? Ou de le coller au niveau d'une autre tâche. Mais Oui, enfin on est d'accord. Alors, modifier plusieurs fois une demande. Donc vous allez modifier plusieurs fois la demande, c'est ça? Du coup, comment ça va se passer? Si je suis dans mon process, vous allez avoir plusieurs étapes de modification. Vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Hop, juste pour bien comprendre, et puis après je continuerai la démonstration. Hop. Oui, vous avez plusieurs étapes de... Ah oui. Oui, Oui, bonjour. bonjour. Par exemple, si on fait une demande de prêt et par exemple on a une tâche de demande de modification, par exemple le conseiller analyse la demande et voit qu'il y a des erreurs dans la demande et souhaite que que le client modifie cette demande. Est-ce qu'il y a moyen donc on crée une nouvelle tâche de mise à jour au niveau de la ligne du client, est-ce qu'il y a moyen de récupérer tout le contrat pour le copier-coller et mettre ça dans une tâche de mise à jour, par exemple? Non, pas que je sache. A priori, à chaque tâche, il faut redéfinir le contrat. D'accord. Et, Bah, surtout que vos données, elles vont être mises à jour. Donc, ouais. Donc voilà, c'était juste pour savoir si ouais. dans une version future, parce que ça peut être, je pense, pratique. On est souvent confronté à devoir réécrire tout le contrat et ça peut être un peu long à sélectionner le bon type, vérifier si c'est multiple ou pas. Je le note. C'est un retour intéressant. Je vais le remonter aux équipes. Merci. Et du coup, j'ai une autre question liée à ça. Si par exemple, donc, je redéfinis mon contrat et j'ai besoin de remettre à jour la même variable, est-ce qu'il y a moyen de créer une fonction de mise à jour que j'appelle à l'instanciation et à chaque fois que je mets à jour ma demande en tant qu'opération, d'avoir en fait une Oui, opération liée à... avec une opération qui permet de mettre à jour en fait à chaque fois. Ouais, est-ce qu'il y a moyen de faire une seule fonction qui va être utilisée dans deux opérations? Je sais pas si je suis clair. Une fonction. En gros, par exemple, au niveau de Un l'instance, script, en fait, le même script qui à chaque fois va être ouais, utilisé. par exemple, je définis une fonction au niveau de l'instanciation comment dire, de l'objet métier. Et du coup, je crée tous mes champs et mapping en fonction de ce que je définis dans le contrat par rapport à ma donnée métier. Et dans ma tâche, j'aimerais bien, en fait, au lieu d'éviter de copier-coller à chaque fois ce que j'ai mis dans l'installation, pouvoir dire, bah, je mets à jour automatiquement la donnée. Je pense qu'avec, je ne sais pas exactement quelle est la fonction, mais je pense qu'avec une REST API, vous pouvez le faire. Okay. Parce que du coup, ça va faire des appels à chaque...
Je vais répondre par... alors peut-être que quelqu'un d'autre a une réponse. On peut être participatif. Hein. Aujourd'hui, je ne suis pas la seule à écrire et à parler. Si quelqu'un a une idée, moi je vais creuser quelle fonction pourrait marcher, mais je pense qu'avec une REST API, ça marche. Ok. Il faut juste voir quelle... Ok. J'ai noté. Hop, alors je continue, j'en étais où? Du coup, oui, pardon. Hop, j'ai créé mon deuxième formulaire. Et donc ici, vous voyez qu'on va avoir des tâches qui vont être en lecture seule, directement, automatiquement, et d'autres tâches qui, elles, d'autres champs qui, eux, vont être en édition et qui vont permettre du coup de faire les modifications. Donc ça, c'était pour vous montrer. Alors, c'est pareil, on a le message de debug. Si je fais une erreur, on va avoir des messages d'erreur qui sont améliorés. C'est-à-dire que vous pouvez voir, vous, pendant que vous travaillez, si vous faites des tests, plus facilement les erreurs qui peuvent être faites en ayant ce message d'erreur directement sous votre page. Donc ça, c'est un autre changement qu'on amène avec la 7.9. Donc le but, c'est vraiment d'aller plus vite dans la création des formulaires, que ce soit plus simple et de lier vraiment tous les différents composants, que ce soit le BDM, le contrat, les formulaires, ensuite du coup les opérations et les variables rapidement. J'espère que c'est clair pour tout le monde par rapport à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vais revenir en arrière. Donc je disais, pour créer des formulaires, on les assit en édition ou en lecture seule. Les variables sont stockées dans la variable métier unique qui est associée au bouton pour soumettre le formulaire. Alors il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir avec le submit faire l'action donc de soumettre la tâche et en fait on a une nouveauté avec le bouton submit, c'est qu'on peut faire aussi le assign, assigner avant de soumettre. Donc vous voyez ici j'ai un petit champ en plus que j'avais pas avant en 7.8 qui permet d'assigner par exemple la tâche avant de la soumettre en utilisant par exemple une variable qui va aller chercher l'utilisateur à qui on veut le soumettre, l'assigner directement. Ce qui vous permet de vraiment avoir quelque chose de dynamique avec une assignation automatique à certains profils d'utilisateurs par exemple. Donc le changement de widget, je vous l'ai montré aussi. Ça permet de basculer plus facilement et d'éviter justement d'enlever le widget, d'en remettre un autre. Possibilité d'utiliser les widgets par défaut pour vous permettre de développer plus rapidement vos widgets personnalisés. Et du coup, comme je vous disais, pour vraiment coller à l'implémentation et permettre de tester dans des conditions réelles, la possibilité de faire des aperçus dans les applications et les interfaces et dans les navigateurs que vous utilisez. Alors, les autres améliorations sur lesquelles je suis passée rapidement, j'ai parlé des contraintes pour les attributs obligatoires. Je vous avais dit, et je vous l'ai montré, hop, chaque formulaire contient une zone qui permet d'avoir les messages d'erreur en cas de problème. Il y a un nouveau filtre AngularJS pour les variables qui ont les attributs lazy. Information si vous utilisez la communauté, le widget fichier, donc File Viewer pour ceux qui utilisent la version anglaise, est disponible en édition communauté maintenant. Pour le widget texte, on a une propriété de label. Hop, je reviens sur un widget texte. Non, là on est sur du titre. Description, c'est du texte. Donc comme vous pouvez voir, on a le libellé ici. Ce qui permet de voir vraiment tout de suite le titre, etc. On peut masquer le libellé ou pas. Voilà. Et le widget bouton, comme je vous disais, peut assigner directement et soumettre une tâche.
Est-ce alors donc j'ai une question, je n'ai pas compris le point du nouveau filtre AngularJS. Alors, je vous avoue que pour moi, c'est un petit peu technique ça. Ce que je peux faire, c'est que je peux demander à un de mes collègues d'expliquer au niveau R&D et pendant qu'il me répond, je continue et je vous réponds à la fin de la session, si vous êtes d'accord. Je lui pose la question. Et comme ça, je peux continuer et je vous répondrai à la fin de la session. Voilà. Je préfère pas dire de bêtises. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur tout ce qui est partie studio, portail et UI designer? Ok, bon bah du coup je vais continuer avec les aspects plus back-end. Et du coup on va passer côté moteur et mise à jour technique. Alors côté moteur, on a fait un changement qui je pense va plaire notamment à ceux qui travaillent avec des projets où il y a beaucoup de dépendances, beaucoup de connecteurs, une grosse charge en termes de nombre de cas en parallèle, etc. Puisque du coup, aujourd'hui, le moteur réalise une vraie exécution asynchrone au niveau des connecteurs. Alors, quel changement on a fait? Avant la version 7.9, en fait, donc le worker, donc je pense que tout le monde est familier avec le concept. Si vous ne l'êtes pas, s'il vous plaît, mettez-le dans les questions. Comme ça, du coup, je réexplique. Voilà. Donc, du coup, on a les workers qui déclenchent l'exécution du connecteur. Mais avant 7.9, en fait, le worker restait en attente de l'exécution du connecteur. Et du coup, ça bloquait la fin de son exécution. Donc, si on n'avait pas de timeout, en fait, une fois que le worker avait lancé l'exécution du connecteur, il attendait, et en fait, si le connecteur était bloqué et ne finissait pas, le worker n'était jamais mis à disposition pour d'autres tâches. Avec un timeout, dans le même cas de figure, on se retrouvait avec du coup à un moment donné un timeout défini au niveau de Bonita. Le thread du coup était annulé et du coup forcément on avait une erreur puisque du coup il y avait annulation de l'exécution du worker qui attendait le connecteur. Comment ça fonctionne aujourd'hui? Aujourd'hui, le worker déclenche l'exécution du connecteur. Le connecteur, lui, est exécuté de manière totalement asynchrone, c'est-à-dire que le worker va être libéré tout de suite en fait au niveau de l'exécution et il va pouvoir réaliser d'autres traitements. Pourquoi? Parce que on a aussi d'autres choses à faire. Il y a des, il y a des opérations notamment à traiter. Le worker va donc libérer le connecteur qui va continuer lui son traitement et une fois terminé, ça permettra d'avancer. Donc quand on n'a pas de timeout, du coup, j'ai pas de diagramme là. Mais quand on n'a pas de timeout, le worker va activer le connecteur. Le connecteur s'exécute de son côté. Donc, on va avoir le thread du connecteur. Ça va être totalement indépendant. Et du coup, le worker continue. Donc, du coup, c'est totalement libre. S'il y a un timeout, le worker
garde la même logique, il est libre d'exécution. Et dans le cas d'un timeout, c'est au niveau de l'exécution du connecteur qu'on va planifier l'annulation de l'exécution du connecteur dans un thread dédié et qui n'a rien à voir avec le thread du connecteur. Alors, ce que je vous montre, donc du coup voilà, donc ça permet plusieurs choses. Ça permet de dimensionner de façon différente les connecteurs thread pool et les workers thread pool. Donc du coup de faire des configurations plus fines. Les workers ne resteront jamais en attente et ils peuvent prendre d'autres opérations, ou d'autres traitements, ou d'autres connecteurs. Par contre, attention au dimensionnement quand même que vous faites du nombre de connexions disponibles à la base de données pour ne pas la saturer. Donc nous, par exemple, on a fait des tests avec, donc comme vous pouvez le voir, on est monté jusqu'à 100 connecteurs thread pool en 7.8 et en 7.9, donc 10, 20 et 100. Et vous voyez vraiment la différence en termes de performance sur la durée d'exécution au niveau des connecteurs. Puisque du coup, avant, le worker attendait. Donc ça monte, plus on en a, plus ça monte. Et en plus, on a des timeouts. Aujourd'hui, on n'attend plus. Donc du coup, on a vraiment un gain en performance. Au niveau des workers, je sais que sur certains projets, gros projets, on est allé jusqu'à 8 ou 16, mais je crois jamais plus. Et donc, voilà, faites bien attention au niveau des dimensionnements pour la base. Alors, j'ai deux questions sur ce sujet. Si l'input d'un connecteur dépend du résultat du premier, comment faire dans ce cas? Ben, en fait, le connecteur, lui, va se terminer, il va renvoyer l'information, il y a un nouveau worker qui va prendre en charge, qui va démarrer son exécution avec le nouveau connecteur, mais c'est pas lié, c'est-à-dire que même si le worker, lui, fonctionne indifféremment, le connecteur, lui, il sait qu'il attend l'input du connecteur précédent, mais comme les threads sont différents, c'est pas, enfin voilà, c'est pas lié en fait. C'est pas parce que le worker, lui, va libérer pour d'autres actions que le connecteur ne va pas continuer son exécution jusqu'à la fin. Quand il a terminé, il renvoie l'output correct dans le process et le prochain connecteur, lui, va démarrer avec le worker son exécution en fonction des données qu'il a reçues. Quelles sont les responsabilités du worker? Alors, le worker, en fait, c'est ce qui va dans le processus du coup d'activation des tâches, etc. Dans le moteur, c'est ce qui est responsable de l'exécution de quelque chose. Donc, par exemple, le worker, il peut être responsable de l'exécution d'une opération, du lancement d'un connecteur, quelle que soit une tâche, qu'elle soit de service, c'est lui en fait, enfin je sais pas comment expliquer ça correctement avec les bons mots, mais en gros, quand la tâche démarre, le worker dans le moteur, c'est lui qui va vraiment gérer, c'est le mécanisme d'exécution du moteur. C'est lui qui fait le travail en fait, qui coordonne. Voilà. Donc, c'est toutes les tâches de service, toutes les opérations qui sont définies dans le process. Le worker, lui, il est responsable de son exécution. Il s'assure que c'est envoyé, récupéré, démarrer, fini, démarrer, fini, démarrer, fini. Voilà. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Du coup, je vais continuer, comme il est déjà midi 10. Mise à jour de la liste des environnements supportés et dépréciation. Ça, c'est important pour vous, notamment si vous faites du conseil au niveau des environnements et des plateformes à mettre en place. Il faut vraiment que vous soyez à jour pour pouvoir proposer à vos clients les bonnes configurations. Donc, on a le support de Java 11. Donc, on garde la compatibilité en 7.9 avec Java 8 et Java 11. On utilise toujours Java 8 pour compiler le produit. Par contre, du coup, on va gérer la migration automatique des connecteurs vers les nouvelles versions compatibles Java 11, comme les connecteurs web service, le connecteur email, le connecteur CMIS et Twitter. Si vous avez fait des connecteurs personnalisés, c'est possible que vous ayez besoin de faire une migration
de votre code en fonction des librairies, quoi. Donc sachez-le, si jamais vous avez besoin de faire des mises à jour. Le but étant, bien entendu, de rester sur les versions les plus à jour, à la fois de Java, mais aussi des versions, par exemple, de base de données. Donc aujourd'hui, avec Bonita 7.9, on supporte les bases Oracle 12, PostgreSQL 11, MySQL 8, et bon, pour MS SQL Server, ça ne change rien, c'est 2016. Pour les systèmes d'exploitation, les changements, c'est sur Ubuntu, 18.0 cal Long Term Support, Red Hat 7 et Windows Server ne changent pas. Petit point important pour vous aussi, donc nous on utilise toujours UTF-8 MB3, alors que MySQL 8 recommande l'utilisation de UTF-8 MB4. Je vous laisserai voir sur la documentation comment gérer ça pour apporter des bons niveaux de réponse à vos clients le cas échéant. Alors, un changement qui va intéresser beaucoup d'entre vous, surtout si ça fait quelques années que vous travaillez avec nous. On avait eu un souci sur le gestionnaire de transactions du bundle Tomcat avec Microsoft SQL Server, puisqu'il n'était pas possible de mettre Bitronix avec cette base de données. Donc, du coup, on avait encouragé à l'époque à utiliser JBoss avec MS SQL Server ou utiliser le bundle Tomcat avec une autre base de données. Aujourd'hui, on change le gestionnaire de transactions inclus dans ce bundle et c'est maintenant Arjuna qui remplace Bitronix, qui va permettre du coup d'avoir le bundle Tomcat avec SQL Server. C'est le même gestionnaire de transactions que Whitefly et en plus, du coup, on a fait toutes les mises à jour pour permettre vraiment qu'il soit utilisé avec tout et notamment avec l'image Docker. Je suis à jour. Pardon. Ouais, voilà. Tomcat, du coup, on l'a mis à jour avec la version 8.5.40. Vous noterez que pour les bundles, on n'utilise plus de version parce que notre but est de mettre à jour tout le temps. Donc, vous verrez bundle Tomcat et Wildfly. D'ailleurs, en parlant de ça, on va faire quand même quelques dépréciations. Les EJB sont dépréciés pour plusieurs raisons. Avec Java 11, les EJB ne fonctionnent plus. On a fait le tour des clients et a priori aujourd'hui, quasiment aucun client n'a été identifié comme utilisant les EJB. N'hésitez pas à nous faire vos retours, vous, partenaires, si vous rencontrez des clients qui les utilisent encore. On se fera un plaisir de discuter avec vous pour voir comment gérer cette situation au cas par cas. En cas d'utilisation, bien entendu, on a ajouté un message d'avertissement pour être sûr que les gens soient mis au courant. Du coup, de la même manière, le bundle Whitefly est déprécié. Donc, comme aujourd'hui, ce qu'on vous disait, le bundle Tomcat est maintenant compatible avec SQL Server, qu'on déprécie les EJB, on a beaucoup moins de raisons de maintenir le bundle Whitefly. Ça nous permet de dédier toutes les ressources au test d'un bundle unique. Ah, j'ai une question. Est-ce que la migration d'un bundle Whitefly 7.8.4 vers 7.9 est supportée? Oui, l'outil de migration va permettre de gérer une migration bundle Whitefly 7.8 vers Bonita 7.9, mais du coup, j'imagine avec un bundle Tomcat, si vous posez la question. Donc, il faut quand même réinstaller le serveur d'application. Je suis pas sûre en fait d'avoir bien compris la question là en fait. Si vous pouvez préciser. Enfin, ça va être déprécié, mais c'est toujours en 7.9, si c'est ça la question, en 7.9, on utilise toujours Whitefly. Le but, c'est de déprécier le bundle et les EJB pour les supprimer a priori fin d'année. Parce que je suis pas sûre que ce soit ça la question. Est-ce que vous voulez déjà migrer vers un bundle Tomcat? Est-ce que vous...
D'accord. Ok. Et vous souhaitez rester sur cette version? Alors, Bonita 7.9 est compatible avec Whitefly, si c'est ça la question. Voilà, ok. Donc pour le moment, c'est compatible, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on va déprécier et ne plus proposer à partir de la 7.10 le bundle en téléchargement avec Whitefly. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Je vais passer rapidement, mais je voulais vous en parler parce que c'est toujours intéressant pour nous de travailler avec nos partenaires sur le produit. On a lancé des labs et notamment des labs pour le moteur, pour toujours améliorer le moteur et notamment donner la possibilité de, comme je vous parlais au début, d'avoir un moteur avec des composants indépendants. Alors d'abord, un petit rappel de ce que c'est que du labs. Le labs n'est surtout pas ni une version alpha ni une version bêta. C'est vraiment une version laboratoire. Donc c'est quelque chose qu'on travaille, qu'on fournit. D'ailleurs, récemment, je ne sais pas si vous regardez les blogs de la communauté, mais on a communiqué à partir d'un des labs, justement, du coup, sur la possibilité d'intégrer le moteur Bonita avec Spring Boot, etc. Ce dont je vais vous parler, c'est disponible. Il y a l'explication dans un blog de la communauté. On a partagé les sources. Par contre, ce n'est pas des fonctionnalités stables. Si vous utilisez les API de la fonctionnalité dans votre environnement, c'est tout à fait possible qu'avec l'évolution de Bonita, elle soit cassée. Par contre, on trouve que c'est très intéressant de collecter les feedbacks des clients, des utilisateurs, des partenaires sur cette fonctionnalité pour nous assurer qu'elle fonctionne, qu'elle est bien, voir si elle pourrait éventuellement être intégrée au produit, si elle répond à un vrai besoin. Et nous, ça nous aide à vraiment livrer des solutions stables. Donc, on essaye d'avoir une démarche collaborative de plus en plus. Et si vous êtes intéressé à travailler avec nous sur les concepts de lab, n'hésitez pas à nous le dire. Alors, aujourd'hui, c'est ce qui est proposé dans la doc et dans le blog de la communauté. Le but, c'était de faire un lab pour répondre au cas « Je veux inclure un moteur d'exécution de processus dans mon application ». Eh bien, deux options. Aujourd'hui, on peut le faire en standalone, sans Spring Boot, ou en utilisant Spring Boot pour le démarrer. Je vous laisserai regarder la doc et revenir vers nous, notamment via la communauté, par exemple via des commentaires dans le blog post, si vous avez des questions. On est toujours friand de vos retours. Alors là, je vais laisser la main à Hubert pour le Bonita Cloud. Il est déjà 19, donc ce que je vous proposerais bien, c'est que si vous souhaitez qu'on parle plus en détail, par exemple de BC, je peux vous proposer une session spécifique sur ce module. Parce que j'aurais bien aimé vous refaire une démo. C'est un module qui est encore peu qu'on peut présenter. Donc je vous laisse dans la partie questions m'indiquer si ça vous intéresse pendant que Hubert nous présente le cloud. Voilà. Je te laisse la main. Merci Delphine. Je vais te laisser quand même peut-être avancer le Sladeware. Quelques stats simplement. C'est une première vision de Bonita Cloud, puisque je crois que pour la plupart d'entre vous, je vous l'ai annoncé avant les vacances. C'est une nouveauté qui est importante pour nous. Puisque le marché est demandeur et aujourd'hui l'avantage c'est que Bonita sera présent quelle que soit la forme sur laquelle vous souhaitez que notre produit s'exécute. Pas d'ambiguïté, Bonita Cloud, le terme cloud est un petit peu des fois galvaudé, générique. Donc aujourd'hui nous sommes déjà dans le cloud mais sous forme IaaS chez pas mal de gros hébergeurs mondiaux, que ce soit chez AWS, Azure et
probablement dans quelques semaines chez Google Cloud, mais nous étions aujourd'hui, jusqu'à récemment, donc uniquement en mode IaaS, c'est-à-dire en gros, vous souscrivez, vous faites souscrire plutôt à vos clients la solution Bonita, et le client ou vous-même, mais en l'occurrence pas nous, vous souscriviez ou vous faisiez souscrire à votre client un environnement cloud chez Amazon ou chez Azure, par exemple, et Bonita tourne déjà parfaitement. Nous avons aujourd'hui beaucoup de références qui tournent déjà en environnement AWS et quelques-unes qui tournent en environnement Azure, mais c'était avec une nécessité pour vous ou pour votre client de faire la démarche de souscrire à cet environnement. Nous franchissons le pas pour vous faciliter la tâche et faciliter la tâche à nos clients, puisqu'aujourd'hui Bonita Enterprise sera toujours évidemment disponible on-premise, ça ne change pas de ce côté-là. Nous sommes, et qui dit on-premise dit soit dans vos infrastructures à vous, si vous êtes à la fois partenaire, intégrateur et hébergeur, sur les infrastructures de vos clients directement, ou dans les environnements AWS ou Azure de vos clients. Bonita Cloud, c'est l'étape d'après, c'est l'étape d'actualité, donc, qui fait en sorte que nous occupons de tout au niveau du cloud. Si avec Bonita Enterprise, donc clairement, vous avez une solution idéale pour assurer donc la solution de BPM et de case management que vous connaissez bien à travers nous, avec Bonita Cloud, vous avez évidemment tous les avantages du cloud piloté par Bonita, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez une offre technique et financière qui vous permettra de bénéficier à la fois du produit et des infrastructures. Vous aurez, vous, en tant que partenaire, toujours les accès en remote par tous les moyens que vous pouvez imaginer à la plateforme. Ça sera transparent pour vous, mais ça sera évidemment beaucoup plus simple puisque vous allez voir dans les slides suivants que nous occupons d'un ensemble de services qui sont bien pratiques dans l'ère du cloud. Ce long préambule étant fait, je vais laisser cette Delphine passer au slide d'après. L'architecture Bonita Cloud est à la fois simple et en même temps un petit peu imposée. Pourquoi? Parce qu'on a souhaité tout de suite avoir un haut niveau de service en Bonita Cloud. Vous verrez plus tard la partie SLA. Donc le Bonita Cloud aujourd'hui concerne l'ensemble des runtimes. Aujourd'hui, seule la partie Bonita Development Suite reste sur des environnements laptop ou desktop. Donc l'environnement Bonita Development Suite concerne évidemment les deux produits qui sont plutôt pour les parties développeurs, donc Bonita Studio et UI Designer. Le reste des runtime, donc toute la partie serveur, sera dans Bonita Cloud avec une partie plutôt service spécifique sur le cloud avec des notions de self-service au niveau de la plateforme, mais avec également le module BCD qui est intégré dans l'offre de base. Et vous avez ensuite, vous êtes pour la plupart d'entre vous, la quasi-totalité, je crois, familier avec notre nouveau business model, qui fait qu'aujourd'hui, nous packageons d'entrée de jeu à la fois un environnement de prod et deux environnements de hors prod. Vous les retrouvez ici dans Bonita Cloud. Donc, vous aurez non seulement le produit Bonita, vous aurez les services que vous connaissez autour de Bonita avec les modules, les add-ons ou les solutions complémentaires. Et vous avez évidemment tout le pilotage par les équipes de Bonita de la partie cloud que nous ne faisions pas précédemment. Next, s'il te plaît Delphine, merci. Pour la partie hosting, nous avons fait le choix, nous sommes, comme vous nous connaissez maintenant, nous avons toujours une éthique de transparence forte, donc nous assumons le fait que nous avons choisi dans le cas de Bonita Cloud notre partenaire AWS pour le faire, qui est ni plus ni moins que le leader mondial sur ce marché, ce qui nous permet, nous qui sommes mondiaux, de pouvoir évidemment travailler toujours à l'échelle, de rester à l'échelle mondiale, même si nos serveurs sont localisés en Irlande par défaut, mais si vous avez des filiales à l'autre bout du monde et que vous souhaitez travailler en Bonita, on peut très bien évidemment imaginer de mettre des infrastructures Bonita avec piloté dans un mode Bonita Cloud sur des environnements AWS ailleurs qu'en Irlande. Comme je vous disais, la solution Bonita Cloud que nous proposons est
tout de suite proposer qu'un certain niveau de qualité et donc de redondance, c'est-à-dire qu'en gros, la configuration minimale Bonita Cloud que nous proposons, c'est un environnement de production et de pré-production redondé avec une haute disponibilité. Je rappelle au passage que l'haute disponibilité chez Bonita est avantageuse parce qu'elle est actif-actif. Donc, vous avez de toute manière les deux nœuds qui tournent quand il n'y a pas de problème sur l'un des deux nœuds, ce qui vous amène une puissance nominale de l'ordre de 1.8 pour deux nœuds, ce qui est pas mal. Sachant que ensuite, vous avez également dans le package, au-delà de la redondance prod pré-prod, vous avez le module BCD qui est inclus de base dans notre offre. Je laisse Delphine avancer. Je prendrai vos questions, évidemment. Il y a très peu de slides, mais je vous propose, ça c'est une première mise en bouche, si je peux dire, une première vision de Bonita Cloud. Évidemment, je serai ravi de revenir individuellement auprès de chacun d'entre vous pour vous présenter un peu plus complètement l'offre, entre autres. Donc, les trois environnements restent d'actualité dans Bonita Cloud, intégration pré-prod et prod. En tout cas prod et deux hors prod, on va dire. Les avantages restent conservés par rapport au business model que vous connaissez maintenant depuis plus d'un an maintenant, qui est le fait qu'avec notre nouveau modèle, nous proposons toujours un nombre d'utilisateurs illimité, un nombre de processus et d'instances de processus exécutés, donc de cases illimitées, un nombre de connecteurs illimité, etc. Donc nous continuons à assumer le fait que nous affichons, entre guillemets, l'offre la plus illimitée du marché. L'avantage de Bonita Cloud, c'est qu'évidemment, vous trouvez des avantages que tout bon cloud maker doit proposer, c'est-à-dire proposer évidemment toutes les notions de monitoring, de sécurité associées à une infrastructure en mode cloud. Donc nous garantissons le monitoring et les SLA. Nous garantissons évidemment la migration et les upgrades managés par Bonitasoft, c'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, un client qui souscrit à Bonita Cloud par votre intermédiaire sera assuré d'être toujours dans le dernier niveau de version. C'est quand même un très gros avantage par rapport à tout plein de considérations, bien sûr. Et les configurations de dispo, j'en ai parlé. Le SLA que nous proposons, de par ce choix d'infrastructure, est positionné à 99,9 de disponibilité, soit un downtime maximum tolérable ou acceptable de 43 minutes par mois, ce qui reste quand même très très peu, ce qui n'arrive d'ailleurs très peu souvent, puisque nous avons des disponibilités qui est plutôt de l'ordre de 100% très régulièrement. Le reste de nos engagements, notamment en termes de support, sont identiques aux plateformes on-premise. On a toujours cette notion des deux supports que vous connaissez maintenant, le Gold Elite, qui est plutôt en heure et jour ouvrés, et le Platinum, avec des SLA qui sont un petit peu différents de l'un et l'autre. Et évidemment, un certain nombre de services additionnels disponibles. Vous bénéficiez évidemment toujours de l'ensemble des services que nous proposons sur Bonita Enterprise en mode on-premise, mais vous avez évidemment des services additionnels qui seront mis à votre disposition très prochainement sur toutes les offres un petit peu génériques et liées au cloud. Peut-être le dernier slide le précisera. Alors, j'y reviendrai à la fin du slide. Sur le début, pour que vous ayez une idée, comme ça les choses seront très claires. Je crois qu'à peu près tous qui nous écoutez aujourd'hui, vous avez donc œuvré avec nous pour faire des propositions à vos clients et à nos clients dans ces derniers mois. Donc, vous connaissez maintenant à peu près le prix de notre produit on-premise. Considérez simplement que le prix dans l'offre Bonita Cloud est de l'ordre de x2 par rapport au prix du on-premise, qui est tout à fait légitime puisque nous avons des garanties de SLA, mais surtout nous avons l'ensemble des coûts d'infrastructure et l'ensemble des services récurrents que nous proposerons avec vous qui, je pense, justifie largement ce coût. Nous restons très compétitifs par rapport au marché, parce que bien évidemment, nous avons fait un certain nombre d'études avant de nous lancer pour savoir si on était dans les purs.
on y est. Votre remise reste à l'identique d'aujourd'hui. La plupart d'entre vous, encore une fois, être maintenant sous le nouveau contrat. Donc vous avez cette notion de remise, mais également en cas d'apport d'affaires de referral fees qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est des choses qui sont avantageuses et qui sont bien entendu applicables à notre offre Bonita Cloud. Les options, évidemment, là encore, j'ai mis des exemples. Vous avez entre guillemets 5 runtime de base packagés dans l'offre Bonita Cloud, parce que vous avez de la prod redondée, de la pré-prod redondée et un troisième environnement standalone. Vous voulez rajouter un runtime additionnel, vous voulez rajouter des runtime additionnels de prod ou de hors prod. On refait le chiffrage et l'ensemble des composants liés à Bonita reste toujours grosso modo dans cette offre de x2, sachant qu'il faudra rediscuter évidemment peut-être au coup par coup en fonction des services complémentaires. Vous avez 2 nouveautés quand même qui sont des charges additionnelles pour l'usage au-delà du quota qu'on vous précisera ultérieurement de certains composants de la plateforme. Évidemment, vous avez une base de données qui est absolument énormissime, où vous avez besoin d'une bande passante réseau qui est très grosse parce que vous êtes dans l'e-commerce, enfin vos clients plutôt sont dans l'e-commerce, vous avez des pointes de trafic, vous avez ce genre de choses. Donc là, il y aura des charges additionnelles qui seront à définir. Et puis, vous avez également des services additionnels qui sont à votre main. L'un des plus classiques étant des solutions de VPN, puisque vous allez avoir un accès par rapport à une solution cloud. Et là encore, ce sont des choses qui sont en cours de définition et que j'aurai le plaisir de vous présenter très prochainement. Alors, je ne sais pas s'il y a du coup des questions, donc du coup, elles risquent d'être plutôt pour moi. Voilà, sur la partie cloud, a priori, c'est les quelques stats que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, cette offre est d'ores et déjà disponible. Vous avez un prospect, vous avez un client qui est un petit peu dans l'embarras par rapport à une solution cloud. Vous-même, vous n'avez pas de solution en tant que partenaire à lui proposer. Nous sommes à disposition, évidemment, et serions très heureux de prendre votre client en compte avec vous, sachant que nos relations resteront bien entendu complètement inchangées. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur le cloud. En tout cas, je reste ouvert à toute question par rapport à ça. Il y a une question. Il y a une question. Alors, la question, c'est quand on parle de runtime up-to-date, s'il y a un développement spécifique, quel est le délai pour faire la migration? Alors là, je pense que c'est un peu difficile de répondre aujourd'hui. Ouais. En termes de migration, de toute façon, je pense on est sur le même type d'outils pour la migration que les outils que vous pouvez avoir en prémisse. Donc, l'outil de migration qu'on va du coup avoir de notre côté et bien entendu tous les outils du module BCD. Du coup, le délai sera celui d'une migration normale. Par contre, l'avantage que vous avez, c'est qu'aujourd'hui, c'est pris en charge par les équipes Bonita pour avoir toujours une version Bonita la dernière. Et ce ne sera pas pris en charge par vous dans le cadre de la mise à jour de l'environnement chez vous ou client. D'accord. Oui, si je passe au contrôle, Delphine, je pense que la question fait sans doute allusion à un client qui serait aujourd'hui dans une version antérieure, qui voudrait passer dans Bonita Cloud, ce qui est sans doute possible, bien sûr. Dans ces cas-là, il faut faire une première étape qui est évidemment une mise à jour pour être en dernier niveau de version. Ça, en général, historiquement, c'est des choses qui durent qui sont de l'ordre de jours, de semaines maximum quand c'est une très grosse migration, pas plus. Et une fois que la version est compatible, enfin est la même que celle que nous avons dans Bonita Cloud, il sera toujours possible de réintégrer ce client dans Bonita Cloud. Mais je ne sais pas si c'est exactement la question, parce qu'il faudra quand même s'assurer dans ces cas-là
que le client en question sera exactement compatible avec l'environnement que l'on propose en Bonus Tech Cloud, c'est-à-dire prod, pré-prod retombé et module BCD minimum. Je laisse la personne qui pose la question me préciser si j'ai bien compris ou si si j'étais un petit peu à côté du sujet. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Et puis je relaisse la main à Delphine peut-être pour les Oui, les alors dernières justement, minutes, en parallèle, sachant que j'ai je eu ne sais. la Oui. réponse pour le filtre hein, AngularJS. Donc, au niveau des attributs, hop, si je retourne dans le studio, du coup, si on a les attributs lazy au niveau du BDM, en fait, ce que va faire le filtre pour justement pour les variables, c'est qu'il va faire un appel à HTTP qui utilise le contexte et qui va permettre du coup de faire des filtres pour ne pas afficher les variables qui sont lazy, justement. Ce qui aide en fait un petit peu plus l'aspect développement plutôt que d'avoir à le définir soi-même. Voilà, alors il y a la documentation sur le sujet dans la partie variable, donc je l'affiche. Comme ça, en plus, ça permet à tout le monde de la voir. Donc on parle des variables ici, là et là. Voilà. Donc du coup, c'est ce filtre qui va permettre vraiment de pouvoir gérer les attributs des variables métiers qui viennent du BDM qui sont en mode lazy. C'est vraiment une aide en fait, une aide au développement, une aide pour faciliter et ne pas avoir à tout développer ensuite. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, je vais juste terminer rapidement sur la partie. Alors, cette partie-là, j'ai vu que plusieurs personnes sont intéressées. Je vous propose d'organiser une démo. Je ferai une session d'1 heure, ou non, même pas 45 minutes, je pense que ça devrait suffire, puisque je pourrais vous faire une démonstration, si vous voulez, de 15-20 minutes du module, pour que vous le preniez bien en main, que vous compreniez bien l'impact, parce que c'est vrai que c'est un concept un petit peu différents. Et je pense que c'est bien pour vous aussi de pouvoir le proposer à vos clients, et pour ça il faut que vous l'ayez bien en tête aussi. Donc je pense que c'est bien, si vous êtes d'accord, qu'on passe un petit peu de temps sur le sujet. Du coup, je Oui, vais et juste... Delphine, Oui, je rajoute une phrase rapide, d'autant plus qu'effectivement, dans le cadre du nouveau contrat, la plupart d'entre vous, encore une fois, vous avez eu à disposition, là c'était en fin juillet, début août, l'accès complet à un module BCD et un module BC. Évidemment pas pour faire de la production, vous connaissez nos accords contractuels, mais par contre pour vous entraîner, pour découvrir le produit, etc. Donc je ne peux aller que dans ton sens, Delphine, de mettre dans la meilleure disposition nos partenaires pour qu'ils connaissent et apprécient le module BC. Ça sera d'autant plus facile pour faire du business auprès de vos clients. tout à fait. Du coup, là, je vais juste terminer sur BCD rapidement. On n'a pas énormément d'évolution sur la 3.1. Par contre, BCD bénéficie forcément des améliorations de configuration du moteur, sur les workers, par exemple. Et aussi, on a fait quelques modifications pour garantir le déploiement des Living Apps sur des réseaux LAN, parce qu'on s'est rendu compte que selon les clients, on peut se retrouver dans des réseaux d'entreprise ou sur des serveurs LAN. Donc, on essaie de vraiment gérer le timeout du déploiement pour et gérer la configuration et le déploiement avec des dépendances nombreuses dans le cadre de BCD pour faciliter le déploiement, parce que le but c'est quand même de permettre une maintenance et une gestion plus simple grâce à BCD. Voilà, je sais qu'on est un petit peu en retard par rapport au timing, il est déjà 12h40, je vous remercie énormément de votre attention. Je suis désolée pour le petit bug que j'ai eu au début par rapport à l'organisation. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Mon email c'est delphine.qual@bonitasoft.com. Vous pouvez aussi poser des questions sur la communauté, puisque je fais partie de ceux qui y répondent. On sera ravis de vous aider si vous avez des questions sur la 7.9. N'hésitez pas, hein, sincèrement. Et du coup, ce que je vous propose, c'est que je vais me coordonner avec Hubert
pour vous proposer une session spécifique BC. Voilà, et puis Voilà, bon appétit à tout le monde alors. Je confirme. Merci encore à tous. De mon côté, je reste à votre écoute sur toutes les questions autour du cloud sur lesquelles vous allez avoir un nombre croissant d'informations dans les jours et les semaines qui viennent. Là encore, je suis complètement à votre disposition si vous avez des questions ou des remarques. Et encore une fois, merci pour votre temps et votre attention pour cette session. Et Delphine et moi, on vous souhaite une très bonne journée et une excellente semaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.